vraiment pas de regrets, c'est ça, les Jeux Olympiques. Enfin, bien sûr, c'était un objectif dans l'absolu, mais de fait, ça a jamais été pour moi une finalité, pas un truc qui était central pour moi. Moi, ce qui était central, c'était vraiment le sport en lui-même, c'était la performance, c'était pouvoir être le meilleur possible. Ouais, j'y vais vraiment avec une démarche d'apprentissage parce que pour le coup, j'avais aucune connaissance spécifique. J'avais tout à apprendre. J'avais jamais mis la main sur un vélo de chrono, mais finalement, j'avais vraiment tout à découvrir. Donc, il n'y avait pas d'objectif particulier. Je vais pouvoir être prêt vraiment spécifiquement, je pense, pour le parcours d'Embrun. Donc, et de toute façon, c'est ce que j'aime courir en montagne. C'est vraiment ce que je préfère. Donc, j'ai hâte d'être dans le vif de la préparation dans les prochaines semaines et de découvrir cette course. Avant de démarrer ce nouvel épisode, on a une invitation spéciale pour vous. Je vous invite à nous rejoindre sur devenirtriathlète.com. Vous allez y retrouver tous les épisodes, mais aussi des conseils, des guides, des ressources et des outils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon. Et on mettra tout ça à jour chaque semaine. Allez, on se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com et d'ici là, bonne écoute de ce nouvel épisode. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète X OpenTri. D'ailleurs, en parlant d'OpenTri, je manque à tous mes devoirs, mais je vais présenter d'abord mon co-animateur du jour. Salut Charlie. Salut Armano. Salut Simon. Et puis, effectivement, tu m'as spoilé, merci. Et puis, je suis super content de recevoir Simon Vien qui va nous parler un petit peu de lui, de sa carrière, de comment ça se passe au plus haut niveau. Salut Simon. Salut à tous. Simon, écoute, la première question du podcast est très simple. Je te propose de te présenter. Donc, dis-nous tout. Qui est Simon Vien? Quel âge as-tu? Que fais-tu dans la vie? Et puis, quelles sont tes dernières réalisations triathlétiques, pour ainsi dire? C'est Simon Vien. J'ai 30 ans. Ça fait très longtemps que je fais du triathlon maintenant, ça fait depuis mes 13 ans. Je suis triathlète professionnel depuis 2017-2018 à peu près. Date à laquelle j'ai mis de côté mes études pour me consacrer au sport. Pour l'actualité récente, j'ai participé à l'Ironman d'Autriche il y a 2 semaines maintenant. Ça s'est pas très bien passé, j'ai pas fini la course. Sinon avant ça j'avais fait le 70.3 d'Aix-en-Provence et le triathlon de Cannes qui étaient des bonnes courses. J'avais gagné la première et fait deuxième à Aix-en-Provence, donc un bon début de saison, même si la dernière course s'est pas passée comme je l'espérais. Et probablement pour les gens qui te connaissent depuis quelques années, ça s'est probablement fait par ton passage en équipe de France, puisque tu as été à très haut niveau sur courte distance avant ce passage sur longue distance. Ouais, ça fait pas très longtemps que je fais du longue distance, c'est la 3e saison là seulement. Et avant ça, effectivement, j'ai passé pas mal d'années en équipe de France, junior, espoir, puis élite sur le court. J'ai passé 5 années, je crois, sur le circuit WTS. Donc j'ai été longtemps sur le circuit du court et le plus proche que j'ai pu de ce qui se fait de mieux à ce niveau-là. Ouais, avec quelques belles médailles, quelques beaux podiums, on va y revenir. Peut-être déjà pour commencer, continuer sur ta présentation, tu nous dis que tu as commencé le triathlon vers 13 ans. Comment est-ce que tu es venu au triathlon et pourquoi avoir commencé entre guillemets si tard? Il y a pas mal de triathlètes, notamment des élites, qui commencent au plus jeune âge. Ouais, après, moi finalement, quand j'ai commencé le tri, c'était en fin 2006, début 2007. Le sport, je pense, n'en était quand même pas là où il en est aujourd'hui. La fédération française de triathlon, je me rappelle, venait de passer les 20 000 licenciés. Je ne sais pas combien ça en est maintenant, mais plus du double, je pense. Ouais, je crois qu'on n'est pas loin des 70 là. Ouais, voilà, c'est ça, largement. Ouais. Donc je pense que j'ai commencé ce sport au moment où il était vraiment en train d'exploser, en fait. Donc j'ai commencé moi à Valence dans un club qui était déjà bien structuré avec une école de tri qui était très organisée, etc. Mais je pense que le sport était quand même en train de se développer encore et finalement avant ça moi je connaissais pas le triathlon tout simplement. J'en ai entendu parler pour la première fois quand j'avais je pense 11-12 ans
Bon, déjà le club à Valence était quand même déjà assez gros, donc un petit peu connu. Et puis c'était l'époque de Fred Belaubre, qui était quand même assez connu. Tu connais toi, Charlie? Un tout petit peu de nom. Bon, évidemment, c'est ironique. Hein. Fred, je l'ai reçu sur le podcast et puis sur mon autre podcast qui s'appelle Dans les vestiaires. Donc, et qui, dans les Français, ne connaît pas Fred Belaubre? En tout cas, à l'époque, c'est vraiment celui, je pense, qui a fait connaître le triathlon auprès d'un public assez large, on va dire. Et voilà, moi, c'est en voyant dans l'équipe ces titres de champion d'Europe, etc., que j'ai un peu entendu parler du triathlon au début. Entendu parler de l'Embrunman aussi. Voilà, et c'est ça la première approche que j'ai eue du triathlon. Et voilà, moi je faisais de la natation, je faisais de la natation. J'avais pris des cours de natation à cet âge-là pour apprendre à nager le crawl, tout simplement. Ça m'avait bien plu. J'avais découvert la course à pied au collège via les crosses UNSS. J'avais énormément aimé ça aussi. Et tout mis bout à bout avec le club qui existait à Valence, d'entendre parler du triathlon, etc. Et je pense à un goût de l'effort et une volonté de faire beaucoup de sport, ça m'a amené vers le triathlon à cet âge-là. Tu parles des crosses UNSS. Alors c'est marrant, aujourd'hui, quand on enregistre, on est le mardi 25 juin. J'ai publié l'épisode avec Valtrès Triathlon, qui est un prof de PS, et on parlait justement souvent des gamins qui sont traumatisés par le sport scolaire, et en l'occurrence ces 20 minutes d'endurance sur la piste ou les crosses UNSS qui sont à participation obligatoire, les fameux crosses du collège. Toi, pour le coup, ça t'a pas traumatisé, et au contraire, ça t'a donné envie d'en découvrir un petit peu plus sur l'une des 3 disciplines du triathlon? Ouais, au contraire, en fait, dès même l'école primaire, moi déjà c'était le sport où j'étais le meilleur par rapport aux autres, donc c'est toujours appréciable quand on est gamin. Et puis ouais, j'ai découvert c'était presque une première approche pour moi de la compétition. Je connaissais pas du tout la compétition. Voilà, je faisais de l'escalade mais pas de manière compétitive. J'avais aucune connaissance de ce qu'était la compétition, et finalement les premières vraies compétitions que j'ai faites c'était les crosses UNSS, et c'est un truc que j'ai beaucoup apprécié, et j'ai aimé l'effort, j'ai aimé la compétition, et finalement c'était ça ma première approche, à la fois de l'endurance et de la compétition, quoi. Et sur ton passé plus jeune, justement, tu dis que tu as pris quelques cours de natation pour apprendre à nager, mais avant tes 11-12 ans, donc avant de découvrir les crosses UNSS, avant de prendre des cours de natation, tu pratiquais aucun sport? Si, je pratiquais l'escalade, mais pas de manière compétitive. Voilà, j'étais au club alpin français, donc je grimpais les mercredis l'hiver en salle, l'été en extérieur. J'en ai fait en UNSS aussi de l'escalade, mais voilà, c'était pas spécialement compétitif, c'était une pratique très loisir, très tournée vers la falaise, vers l'extérieur, juste le fait de grimper. Donc voilà, j'ai adoré faire de l'escalade, mais voilà, je pense que quand j'ai été plus intéressé par la compétition, etc., le triathlon est venu vraiment, je pense, matcher avec cette volonté de faire des courses, quoi. Et quand tu te mets au triathlon, quand tu débutes là à cet âge-là, tu te tournes vite vers un esprit compétitif avec la volonté de vouloir progresser et performer assez vite? Ouais. Quand j'ai commencé le triathlon, l'objectif pour moi c'était de devenir meilleur en course à pied et en natation. Le vélo, j'avais pas forcément de notion à ce moment-là, mais le but quand je me suis inscrit à l'école de triathlon, c'était de devenir meilleur. Ça, c'était vraiment une volonté dès le départ, et après il se trouve que il y avait quand même un environnement assez compétitif à l'école de tri à Valence. Il y avait pas mal de jeunes qui tournaient bien sur les championnats de France, etc., des coachs qui étaient très investis, très tournés vers la compétition, et en fait je me suis tout de suite retrouvé là-dedans. Je pense que j'avais déjà une mentalité très de compétiteur, et finalement elle est venue parfaitement s'aligner avec le triathlon à ce moment-là. Et il se passe quoi sur ces premiers mois, premières années de pratique? Comment ça évolue? Tu prends le virus tout de suite? Ça se passe comment à ce moment-là sur ces premières saisons? Ouais, tout de suite ça a été quelque chose qui m'a énormément plu d'emblée. J'étais tout de suite très investi, si on peut dire ça. J'étais jeune, je m'entraînais pas beaucoup, mais
J'étais, je pense très investi dans ce que je faisais. J'avais vraiment envie de bien faire tout le temps. Et assez vite, surtout avec les premières compétitions qui sont arrivées, etc. J'avais vraiment envie d'aller plus loin dès le début finalement. Alors il y a eu des choses qui n'étaient pas faciles. Le vélo, ça a été très difficile pour moi au début. Non seulement j'en avais jamais vraiment fait, et puis je suis pas un gros gabarit. Quand j'avais 13 ans, c'était encore plus le cas. Donc j'avais vraiment pas de force. Je galérais pas mal. Techniquement, j'étais pas à l'aise, tout ça. Donc ça n'a pas forcément été facile, mais ça m'a pas freiné. Au contraire, je pense que ça m'a donné envie de vraiment progresser. Et j'ai rencontré un entraîneur, l'entraîneur du club qui je pense qu'il a tout de suite pensé que j'avais un potentiel, etc. et qui m'a vraiment accompagné, poussé dans ma démarche et qui a toujours eu énormément confiance en moi et en ce que je faisais. Donc je me suis retrouvé vraiment dans un environnement où j'avais très envie de progresser, j'avais très envie de devenir fort en triathlon et j'ai trouvé un cadre qui m'accompagnait vraiment dans cette direction. Comment ça se passe justement à 12, 13, 14, 15 ans quand on veut devenir le meilleur? Est-ce que tu t'imposes plusieurs séances par semaine, par jour, dans 2 ou 3 sports, ou est-ce que tu te contentes, entre guillemets, hein, bien sûr, des entraînements du club? Alors c'est souvent 2 entraînements natation dans la semaine, 1 ou 2 entraînements course à pied, et puis une sortie de vélo le week-end, quoi. Alors ça a été très évolutif. Quand je me suis inscrit au triathlon au début, je faisais un entraînement de chaque par semaine. Assez vite, comme j'aimais bien ça et que malgré tout, j'avais pris l'habitude avant de commencer le tri de courir de mon côté. L'entraîneur m'a proposé de courir une 2e fois dans la semaine, plutôt avec des adultes. Donc voilà, pendant 1 an, je me rappelle que c'était ça. Je pense que je m'entraînais 4 fois par semaine, peut-être un peu plus. Après, quand les beaux jours arrivaient, on faisait une séance d'enchaînement, quelque chose comme ça. Je me rappelle plus exactement, mais voilà, c'était plus ou moins 3, 4, 5 entraînements maximum, mais ce qui est déjà pas mal, je pense, à cet âge-là. Et après, assez vite, avec les premiers résultats, la volonté d'en faire plus, etc., j'ai commencé à m'entraîner un petit peu plus chaque année. C'est venu progressivement. Ça remonte à loin maintenant, donc je me rappelle plus exactement ce qu'il en était, mais jusqu'à mes 16 ans à peu près, c'était les entraînements proposés par le club, mais il y en avait quand même déjà beaucoup. Encore une fois, j'ai eu cette chance de tomber sur une structure qui proposait déjà beaucoup de choses pour les jeunes, avec des entraîneurs qui étaient extrêmement investis et qui nous proposaient vraiment beaucoup de choses. Donc au départ, c'était vraiment les entraînements du club tels qu'ils existaient. Et après, à partir de mes 15-16 ans, quand j'ai commencé à faire mes premières sélections en équipe de France junior, après ça a commencé à être un peu plus personnalisé. On trouvait des moyens pour pouvoir nager plus, etc. Avec des accords entre le club et la mairie, tout ça, pour ouvrir des créneaux. Mais c'était jusqu'à 16 ans finalement, c'était centré sur 15-16 ans, c'était basé sur une structure qui était déjà très volontaire et qui proposait déjà beaucoup de choses. Donc, Tout ça t'amène, Simon, du coup, quelques années plus tard, à démarrer en D1, c'est ça, avec l'équipe de Valence. Ça s'est fait à quel âge et dans quel contexte la connaissance du haut niveau, hein, qui n'est plus dans une catégorie d'âge, mais qui permet de courir avec des élites seniors? En fait, ça s'est fait plus progressivement que ça pour moi, parce que Valence était en D2 avant de monter en D1, et dès cadet, donc dès 15-16 ans, finalement, j'ai tout de suite fait la D2. Je me rappelle qu'en cadet première année, j'avais même fait toute la saison, donc les 4 étapes de D2. Et ça m'a vraiment énormément apporté, surtout à vélo pour le coup, de me retrouver à rouler avec les adultes. Je sais pas comment c'est maintenant, ça a dû se rajeunir un peu, mais à l'époque finalement la moyenne d'âge a été relativement élevée, surtout en D2. Et voilà. Attends, c'est quoi relativement élevé? C'est une trentaine d'années ou un peu moins quand même? Ouais, peut-être un peu moins, mais il y avait quand même des vieux briscards, on va dire. Je me rappelle avoir fait ma première D2 et sortir de l'eau avec Christophe Basti, donc c'était pour moi c'était vraiment une leçon sur le vélo, et ça m'a énormément apporté.
Et après, quand on a accédé à la D1, j'étais déjà bien plus. Déjà, j'étais plus junior, j'étais espoir deuxième année, je crois. Donc j'étais déjà bien plus âgé, bien plus expérimenté. J'avais déjà fait des coupes d'Europe élite. Donc la D1 a pas, enfin le niveau était très élevé, mais a pas représenté un gap. Enfin, m'a pas surpris par rapport à la connaissance que j'avais déjà du triathlon. C'est plus moi l'apprentissage, il s'est davantage fait en deuxième division, de manière progressive, où finalement j'ai commencé par prendre un peu des roustes à l'âge de 15 ans, et puis la dernière année en D2 j'en ai gagné une étape. Donc voilà, j'ai vraiment eu cette chance, je pense, pour le coup, d'avoir cette progressivité et un apprentissage en D2, et puis plus à la limite sur des coupes d'Europe ou des championnats internationaux par catégorie, ce qui fait que ça n'a pas été un choc la D1. J'ai fait des très mauvais résultats au début, mais j'étais pas surpris par ce que je voyais. Alors j'avais deux questions, parce qu'on parle quand même, mine de rien, de jeunesse, même si ça remonte à quelques années pour toi. Mais là, cet été, avec la petite fête de campagne là qui nous organise, alors peut-être que les gens nageront dans la Seine, mais forcément les Bleus seront aux avant-postes, hein, évidemment. Et donc ça risque de donner envie à des jeunes comme toi de regarder, de voir leurs idoles et puis de se mettre au triathlon. Un petit jeune de 11-12 ans qui verrait le triathlon pour la première fois et puis qui se dirait tiens, moi je veux faire comme ces Français qui étaient aux avant-postes. Quel conseil tu pourrais lui donner, justement, si comme toi il voulait devenir le meilleur du monde dans le triathlon, mais qu'il n'ait jamais commencé? Je sais pas, mais le mieux c'est vraiment de s'inscrire dans un club et d'être dans une école de tri, et puis de s'amuser. Et puis je pense que quand je dis s'amuser, c'est pas forcément prendre les choses à la légère, mais c'est voilà, trouver une motivation personnelle, un plaisir, même si je pense que ça c'est propre à chacun, mais essayer vraiment de trouver ce qui nous plaît et de créer un contexte, une motivation personnelle pour évoluer dans le triathlon. Mais je pense que rejoindre une école de triathlon, surtout que j'imagine que maintenant, par rapport à quand j'ai commencé, il y a beaucoup plus d'écoles structurées qu'à l'époque. Donc c'est trouver un club avec d'autres jeunes proches de chez soi et écouter ce que les gens qui veulent nous apprendre ont à nous apprendre et prendre son temps. Voilà. Tu disais que quand t'es passé de la D2 à la D1, t'as un petit peu souffert au début, mais finalement t'as quand même fait un apprentissage en douceur. Est-ce qu'il y a une énorme différence justement entre la D2 et la D1 quand tu passes d'une catégorie à une autre? Est-ce que tu vois vraiment la différence, ne serait-ce que pas que d'un point de vue performance, on imagine bien, mais aussi l'ambiance à l'intérieur, la reconnaissance, la préparation, enfin tout ce qui va autour de la compétition en elle-même? Alors sur la course, sur l'adversité, etc. En tout cas à l'époque, je pense que c'est encore le cas maintenant, mais en tout cas à l'époque la différence elle était colossale. Moi j'avais gagné une D2 la dernière année où on y était avec Valence. On était toujours aux avant-postes. On était une bande de copains tous plus ou moins du même âge. On s'amusait, on était devant. On faisait des super résultats. Et l'année d'après, à cette époque-là, je pense que la première étape à Dunkerque, c'est Mario Mola ou Javier Gomez qui avaient dû gagner. Enfin, il y avait au moins 10-15 gars au départ qui étaient dans les 20-30 meilleurs mondiaux. Donc le gap, pour le coup, il était énorme à l'époque. Ça n'avait vraiment rien à voir. On s'y attendait, on y était prêt, mais ça avait vraiment rien à voir en termes de niveau. Après sur le reste, je me rappelle plus vraiment l'effet que ça m'a fait. Après, à titre personnel, j'ai eu une très mauvaise expérience justement sur ce que ça pouvait signifier d'être en D1 par rapport à la D2, parce que les choses se sont pas très bien passées au club. Je trouve que il y a les mentalités ont changé, et pas forcément, je trouve, dans le bon sens du terme à l'époque. Et assez vite, je me suis pas forcément retrouvé dans l'équipe qu'on pouvait avoir et l'encadrement. Après, pour le reste, sur la course en elle-même, etc., ça reste assez, je vais pas dire amateur, mais le Grand Prix, il y a un peu d'enrobage, un peu
un peu de comment dire, un peu oui, de plus de moyens, plus de marketing autour. C'est voilà, l'arche d'arrivée, le tapis, les barrières, il y a un peu plus de banderoles dessus, mais j'avais pas l'impression de faire une course fondamentalement différente de ce que je connaissais déjà. Ouais, tu passais pas des championnats de France aux Jeux Olympiques, quoi. Ouais, non, j'avais pas l'impression. Après, j'avais déjà fait des courses internationales chez les jeunes, des coupes d'Europe, tout ça, donc c'est peut-être pour ça que ça m'a pas marqué. Mais non, la plus grosse différence, elle était sportive avant tout. Est-ce qu'il y a eu un plus gros palier après quand tu as commencé à connaître des courses internationales en élite, des WTS? Là, tu as senti il était comment le gap par rapport à ce que tu avais connu en D1? Il n'était pas si important finalement, parce que quand j'ai fait ma première WTS, je pense que j'y étais beaucoup plus préparé. Et j'avais progressé vraiment. En fait, j'ai eu une progression qui a toujours été très régulière, très constante, et j'ai pas sauté d'étape. Donc voilà, il y en a. Je sais que Dorian ou Cassandre ont fait leur première WTS très jeunes. Ils n'avaient pas forcément beaucoup d'expérience internationale, etc. Moi, en 2015, quand j'ai fait ma première World Series, j'avais déjà fait pas mal de Coupes d'Europe. J'avais déjà fait les championnats du monde espoir. J'avais déjà fait 2 fois les mondes juniors. J'avais déjà fait des Coupes du monde. Voilà, j'avais déjà un bagage en fait qui fait que tout me paraissait relativement naturel en termes de progressivité. Et voilà, quand je suis arrivé sur ma première World Series, j'étais prêt, je savais à quoi m'attendre, et donc j'ai pas été surpris par le niveau ou quoi que ce soit. C'était des adversaires que j'avais déjà affrontés en première division pour la plupart. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que finalement en France depuis des années le niveau de la première division du Grand Prix est tellement stratosphérique, et puis en plus il y a quasiment tous les étrangers, les meilleurs étrangers qui courent en France pour ce Grand Prix, donc forcément en termes de niveau tu dois pas avoir un gap aussi énorme que quand tu passes de la D2 à la D1. Non, c'est ça. Puis les Grands Prix, ouais, ça s'était un peu perdu à un moment donné. Les meilleurs étrangers venaient, je pense, un peu moins. Là, c'est à nouveau le cas. Et quand j'ai commencé, c'était le cas. Voilà, il y avait effectivement des top 10 mondiaux. Voilà, et Sartrouville avec les Brony, Gomez, etc. Enfin, donc voilà, quand j'ai commencé, non, j'ai pas eu de choc sportif pour le coup. Et ça s'est très bien passé en plus pour moi mes débuts en WTS. Donc il n'y a pas eu de choc à ce niveau-là. Et comme tu le disais en intro, désormais tu es plutôt passé sur longue distance. Quel souvenir t'en as, quelle analyse t'en as de toute cette période que t'as connue sur plutôt des formats courts, en termes d'exigence, en termes d'entraînement au quotidien, maintenant que la parenthèse est fermée? Quelle vision tu as de cette période-là? Après 3 ans, ça commence presque à être de la nostalgie. J'ai des excellents souvenirs dans l'ensemble. Je dirais que je suis extrêmement fier aussi de tout ce que j'ai fait pendant toutes ces années. Voilà, tout s'est pas terminé exactement comme je l'aurais voulu, mais dans l'ensemble, je pense que j'ai finalement atteint l'objectif que j'avais à 13 ans quand j'ai commencé, quasiment, c'est-à-dire d'atteindre mon meilleur niveau, en fait, de devenir la meilleure version de moi-même, on va dire, sportivement. Et j'ai vraiment pas de regrets particuliers sur toutes ces années courte distance. Donc non, c'est une bonne période. Je suis content d'être passé à autre chose maintenant. Voilà, j'ai forcément il y a des choses, si c'était à refaire, que je ferais différemment, mais voilà, ça m'a beaucoup appris. Enfin, de toute façon, ça a duré longtemps et j'ai commencé très jeune, donc voilà, c'est une grosse partie de ma vie. J'ai grandi et j'ai changé avec toute cette période, donc c'est voilà. Et par rapport, tu disais ne pas avoir de regrets par rapport à cette période-là de ta carrière. Quand on a été comme toi en équipe de France, qu'on a été souvent le 3e, 4e, 5e français, est-ce que le fait de pas être passé par la case Jeux Olympiques, c'est un truc qui te titille un peu, qui te manque un peu, ou est-ce que tu considères que c'était dans la logique des choses à chaque fois? Non, pour le coup, pas du tout. S'il y a bien une chose sur laquelle
j'ai vraiment pas de regrets, c'est ça, les Jeux Olympiques pour moi ça a jamais été, enfin bien sûr c'était un objectif dans l'absolu, mais de fait ça a jamais été pour moi une finalité. C'est pas un truc qui était central pour moi. Moi, ce qui était central, c'était vraiment le sport en lui-même, c'était la performance, c'était pouvoir être le meilleur possible. Et vraiment, les Jeux, j'ai jamais eu de regrets à ce niveau-là, d'autant que, comme tu le dis, j'ai toujours été, je pense, au mieux dans les classements, 3e français, et pas dans les années olympiques, clairement. Donc, j'ai toujours été à l'aise avec le fait de pas être le meilleur, en fait, et que d'autres Français étaient meilleurs que moi. Voilà, effectivement, si j'avais été dans un autre pays, peut-être que j'aurais pu faire les Jeux Olympiques, mais en l'occurrence, en étant français, l'occasion s'est jamais présentée. Elle a jamais été proche même, et pour le coup, j'ai vraiment aucun regret à ce niveau-là. Voilà, des choses que je regrette, que je referais peut-être différemment. Il y a des mauvais souvenirs aussi, forcément, mais le fait de ne pas avoir pu faire les Jeux Olympiques, pour moi, c'est vraiment pas quelque chose qui me pèse ou que je regrette. Donc il y a 3 ans, tu es passé sur du long. Comment on opère cette transition, parce que c'est clairement une transition, passer du cours de l'ultra explosif au long. Comment on se pose la question, comment on y va, comment on opère la transition, parce que on comprend quand même en toile de fond que toi, ta découverte et ta progression dans le triathlon a toujours été progressive, t'as pas brûlé d'étapes. Est-ce que pour le long c'est pareil? Ouais, je pense que c'est un peu pareil. J'avais déjà fait un long il y a quelques années, en 2018, comme ça pour découvrir. Ça m'avait pas trop plu, surtout que j'étais pas du tout prêt, je pense, à ce moment-là. Mais je pense que oui, c'est une forme de progressivité aussi. Je suis pas quelqu'un qui apprend très vite, je pense, en tout cas sportivement. Donc voilà, j'ai besoin de temps, et c'est pour ça que je suis content de commencer cette nouvelle aventure. J'ai l'impression de mois en mois, d'année en année, de à nouveau découvrir plein de trucs, avoir plein de marges de progression, plein de choses que je peux faire pour continuer à évoluer. Donc déjà c'est très enthousiasmant. Et puis voilà, quand j'ai choisi de faire du long, j'arrivais à un moment où de toute façon il fallait que je change des choses assez radicalement. Voilà, les dernières années de ma carrière sur le court ont été extrêmement pénibles à pas mal de points de vue, et donc j'avais besoin de changements, de nouveautés, et je pense que mon profil m'orientait aussi vers ça un peu en partie, parce que pour le coup tu parlais d'explosivité, etc. Moi c'est vraiment contre nature pour moi. J'étais bon sur le court parce que surtout sur la distance olympique. Voilà, je pense que j'ai des très bons temps de soutien, des très bonnes capacités à VO2 max, etc. En revanche, tout ce qui est vitesse, explosivité et tout, je suis vraiment extrêmement mauvais depuis toujours. Voilà, enfin, je veux dire, pour ceux à qui ça parle, enfin, je suis pas capable d'aller très vite en fait. J'ai jamais fait moins de la minute au 100 crawl par exemple, et ça au départ d'une WTS, je pense qu'il y a vraiment pas beaucoup de gars qui sont dans ce cas-là. Et je l'ai jamais fait, pas parce que j'ai pas eu la possibilité, juste parce que j'en suis pas capable en fait. Donc ça, j'avais vraiment une grosse faiblesse là-dessus, qui était clairement ma limite, je pense, de toute façon au plus haut niveau en WTS. Et du coup, faire du long finalement, c'était une évolution pour moi assez naturelle dans ce que je peux être comme athlète et ce que je peux aimer comme type d'effort aussi. Et quand tu abordes cette nouvelle phase de ta carrière, ce gros changement quand même qui est de passer du court au long, est-ce que tu vas avec un objectif en tête, ou est-ce que tu vas avec la démarche que tu présentais avant, de progresser un peu continuellement? Ouais, j'y vais vraiment avec une démarche d'apprentissage, parce que pour le coup j'avais aucune connaissance spécifique, j'avais tout à apprendre, j'avais jamais mis la main sur un vélo de chrono, j'ai pas fait beaucoup de courses sans drafting. J'en ai fait quand j'étais petit parce qu'à l'époque on en faisait davantage, mais finalement j'avais vraiment tout à découvrir, donc il n'y avait pas d'objectif particulier, dans le sens où
où j'étais presque dans l'inconnu le plus total, quoi. Et comment on switch justement d'un entraînement courte distance, jusqu'à la distance olympique, qui reste quand même du court, à quelque chose de plus long? Est-ce que tu nous as dit que tu avais besoin de changer du tout au tout, donc comment tu fais? Tu changes d'entraîneur, tu rayes tous tes plans d'entraînement, tu repars de zéro comme si tu connaissais rien, ou tu ajustes un petit peu en termes de volume d'entraînement? Comment ça se passe? Non, je trouve que pour le coup, il n'y a pas tant de différence que ça. Fondamentalement, ça reste faire de la natation, du vélo, de la course à pied. Et du renfort, de la PPG et autres. Sûr, ça reste de l'entraînement pour du triathlon. Donc, je trouve pas que la différence soit à ce niveau-là. Surtout que ça faisait des années déjà que je faisais rien d'autre que m'entraîner. Donc, c'est des ajustements. Et oui, petit à petit, il y a des différences, évidemment. Sur les allures qu'on va travailler, etc. Mais c'est pour le coup, je trouve pas que ce soit un changement abrupt qui change tout au quotidien. Ça reste, la natation, c'est moins important, donc j'y passe moins d'énergie et moins de temps. Le vélo, c'est plus important, donc après les volumes d'entraînement étaient déjà élevés. Sur le court, les volumes d'entraînement sont pas différents sur le long, pas réellement. C'est plus une question de répartition, d'allure spécifique. Et voilà, là maintenant j'essaie d'aller chercher des nouvelles choses pour progresser sur mes points faibles spécifiques aux longues distances. Mais au quotidien, ça change pas tant que ça. Là maintenant que je commence à faire plus des Ironman, ça change un peu sur la répartition malgré tout. Je vais faire, on va dire, moins d'entraînement dans la semaine et des entraînements plus longs pour schématiser. Mais après, sur le volume global dans la semaine, non, ça change rien. C'est quoi moins d'entraînement? Ça veut dire que t'en fais plus 12, 13 ou 14 en comptant que tu doubles ou tu triples certains jours avec une journée de pause. C'est quoi c'est quoi pour Simon une semaine d'entraînement type? Alors on passe les blocs, les week-end shocks, etc. quoi. Justement, sur le long maintenant, je vais jamais nager plus de 5 fois par exemple. Alors que quand je faisais du court, j'avais tendance à vouloir nager toujours au moins 6 fois par semaine. Donc parfois là même en prépa Ironman, je nage que 4 fois, un peu moins de temps passé dans l'eau. Et après en termes de fréquence, effectivement, je vais peut-être rouler 1 ou 2 fois de moins dans la semaine, mais rouler plus long à chaque fois, avoir une vraie sortie longue, et un peu pareil pour la course à pied. Sur le court, j'avais tendance, je vais pas dire à m'entraîner 3 fois par jour tous les jours, mais pas loin. Alors que maintenant, il va y avoir beaucoup plus souvent des journées où je m'entraîne que 2 fois, mais par contre ça va être plus long. Et justement, par rapport à tes entraînements, c'est toi qui les construis, c'est toi qui les gères, t'es accompagné? Non, j'ai un entraîneur. C'est Julien Pousson. On est tout un groupe à Grenoble avec des athlètes du court, des athlètes qui font du long. On discute ensemble, etc. On échange énormément, mais j'ai un entraîneur pour faire le programme, pour faire la préparation. Je me suis entraîné seul pendant quand même pas mal d'années, mais parmi les changements dont j'avais besoin, c'était aussi de retrouver un entraîneur et de pouvoir me reposer un peu, si on peut dire, sur quelqu'un pour tout cet aspect construction de l'entraînement, parce que c'est malgré tout c'est un confort de ne pas avoir à réfléchir à toutes les séances, etc. Je l'ai fait pendant un temps, ça m'a énormément appris sur moi-même et sur le sport, mais je pense que malgré tout, quand on est professionnel, c'est pas l'idéal de tout faire soi-même. Dans le groupe de Julien, justement, on connaît quelques athlètes qui sont plutôt courte distance, notamment Dorian Conan, si je dis pas de bêtises, pour citer le plus célèbre d'entre eux. Il y a beaucoup de mecs qui font du long aussi. Non, on n'est pas très nombreux à faire du long. Il y a Mathis Margérier, Baptiste Neveu et moi. Et un peu Noah Servet cette année qui nous a un peu rejoint sur certains aspects de la prépa parce qu'il voulait faire des halfs en parallèle des grands prix, mais on est 3 à faire du long, on va dire.
vraiment à centrer notre saison là-dessus. Et la cohabitation avec le groupe court, il y a des choses que vous pouvez faire en synergie, il y a des programmes qui sont totalement splittés selon les groupes. Ça se passe comment ? Les natations, globalement, c'est pareil. À quelques ajustements près, on nage de toute façon, c'est une question aussi de créneau horaire, évidemment, mais après, pour le reste, il y a beaucoup de différences, effectivement. Là, cette année, je me suis quasiment jamais entraîné avec les gars du cours. On est vraiment sur des programmations différentes. Il y a quand même des grosses différences qui font que les deux programmes se croisent pas trop, quand même. Salut les sportifs, c'est Charlie d'Opentree et je me permets d'interrompre votre podcast un très très court instant. Si l'épisode que vous êtes en train d'écouter vous plaît, alors on a besoin de vous. Est-ce que vous pourriez prendre 10 petites secondes pour ouvrir votre appli de podcast préféré, y trouver la fiche du podcast Devenir triathlète X Opentree et nous laisser une note, de préférence 5 étoiles, en nous disant ce qui vous plaît le plus dans le podcast. Ça vous prendra seulement quelques secondes, mais ça nous permettra de continuer à améliorer le podcast et à se faire découvrir par d'autres auditeurs triathlètes. Un immense merci à vous qui allez laisser une note et on se retrouve tout de suite pour la suite de votre épisode. Bon, une séance sur piste, normalement, vous pouvez tous la faire. Enfin, vous pouvez tous être sur la piste en même temps. Après, chacun ajuste son programme, non ? Ouais, je fais pas de piste, mais pas vraiment. Donc, si, c'est vrai j'ai fait une séance de piste avec eux cette année un coup, avec la plupart des gars. Mais je fais quasi pas de piste. On n'est pas régulièrement sur la piste, donc par exemple, c'est pas un truc. C'est intéressant ça. Pourquoi justement parce que tu concentres tes efforts plutôt sur du long et notamment travailler le mental sur de la route bien longue, bien droite. Bon, Grenoble, il doit pas y avoir beaucoup de plats, mais pourquoi pas trop de pistes ? Non, juste dans la construction du bloc d'entraînement, on fait pas beaucoup de vitesse. Et puis il y a pas spécialement besoin. En plus, on n'a pas une piste on a une excellente piste, mais qui est pas forcément à Grenoble même, et après une piste qui est un peu dégradée, qui est pas très agréable à utiliser. Donc on va pas trop dessus. Et non, c'est parce qu'on n'en a pas forcément besoin. Moi, c'est vrai que j'aime bien en faire, surtout quand c'est des blocs un peu plus rapides, des 400, ce genre de choses. Déjà, c'est des séances que j'aime bien, et puis c'est plus sympa sur piste, mais on en fait très peu, donc c'est finalement pas vraiment de piste. Et la suite du programme là sur L, enfin sur L ou sur Ironman d'ailleurs, déjà est-ce que tu te diriges vers une des deux distances en particulier, ou est-ce que tu veux tenter de faire un mix sur les deux? C'est quoi les prochains objectifs et là la deuxième partie de l'année 2024, comment ça se dessine pour toi? Alors moi, l'objectif cette année, vraiment principal, c'est Embrun, le 15 août. Donc la saison a été un peu construite en fonction de ça. Donc plutôt orienté Ironman cette année, vraiment full distance. Mais l'idée, c'est de faire les deux. Pour moi, c'est pas vraiment incompatible. C'est simplement qu'il faut avoir en tête que la prépa d'un Ironman, c'est long et ça demande d'être spécifiquement préparé pour, mais sur l'entraînement hivernal, etc., ça change pas vraiment la donne. C'est plus après sur la construction de la saison. Donc moi, l'idée, c'est de continuer à faire les deux pour le moment. Après, cette année, comme l'objectif il était clairement centré sur Embrun, c'est plus sur full distance cette année, la construction de la saison, mais à l'avenir, ce sera pas forcément le cas. C'est plus, je construis plus les calendriers en fonction des courses que je veux cibler. Enfin, en tout cas, c'est ce que je voudrais faire à partir de maintenant, et construire les saisons en fonction, mais que ce soit des halfs ou des fulls. Enfin, il y a une course qui te fait rêver. Si tu devais en gagner qu'une sur le circuit longue distance, ce serait laquelle? Il y a un truc qui te fait rêver en particulier? Je dirais pas rêver. C'est pas une réflexion que j'ai en général. C'était vrai sur le court, c'est vrai sur le long. Il n'y a pas de courses qui me font rêver particulièrement. Après, Embrun, pour moi, c'est une course très importante. C'est une course qui me tient à cœur.
déjà c'est le premier triathlon dont j'ai entendu parler. C'est une course que j'ai fait plein de fois, j'ai des souvenirs incroyables. Le seul Grand Prix que j'ai gagné, c'était là-bas. J'ai gagné le court distance plusieurs fois, donc voilà, c'est un endroit que j'apprécie beaucoup, une course qui est importante pour moi, donc c'est un gros objectif. Et effectivement, s'il y a une course que j'aimerais bien gagner une fois dans ma carrière, c'est celle-là. Mais je dirais pas que c'est un rêve, c'est un peu... c'est pas le terme que j'utiliserais. Je crois que, en tout cas, sur ta victoire à Embrun, sur Grand Prix, ce jour-là, moi, j'étais au bord du parcours à pied, et je me souviens d'une belle bataille. Il y a déjà une bonne dizaine d'années, je crois. C'était 2015. 2015, ouais. 2015, ouais. Et c'est marrant, en long, tu cites pas Hawaï. Alors, c'est pas forcément un rêve, mais c'est vrai que pour tout triathlète, notamment de longue distance, c'est un peu un Graal quand même de gagner. Alors maintenant, c'est plus forcément que Hawaï. On va dire les championnats du monde. Une année sur deux, c'est Hawaï et l'autre, c'est Nice. Ouais, non, c'est non pas que j'ai pas envie de performer au meilleur niveau sur Ironman, au contraire, mais c'est plus, je pense que c'est une question de culture. Voilà, moi, j'ai pas commencé le triathlon en connaissant Hawaï particulièrement, même en connaissant le longue distance particulièrement. Donc voilà, c'est pas un truc qui m'a construit en termes que ce soit d'imaginaire ou d'objectifs. Donc non, Hawaï, c'est pas un truc qui me fait vibrer plus que les autres courses. Après, évidemment, le but, c'est d'être le meilleur possible au plus haut niveau possible. Donc, en soi, bah oui, c'est Hawaï, mais ouais, non, c'est pas un truc qui est plus présent que ça dans mon imaginaire. Tu nous disais en introduction que tu es maintenant triathlète professionnel depuis quelques années, que tu as laissé les études de côté. En même temps, tu me dis que tu construis ton calendrier, ton planning par rapport à des courses qui te font envie. Comment est-ce que quand on est triathlète professionnel sur du longue distance, on construit son calendrier de course et ses objectifs? Est-ce que c'est les sponsors qui te demandent, voire qui t'imposent? Est-ce que c'est toi qui vas vers des courses plaisir et puis après tu essayes de financer ta saison? Comment ça marche? J'imagine que c'est propre à chacun. Après, moi, je suis dépendant des prize money en compétition, donc c'est quand même quelque chose que je regarde. Depuis l'an dernier, je regarde aussi, on va dire, le rapport coût-bénéfice. Là, j'ai plus forcément les moyens de prendre des risques et d'aller loin pour faire des courses, donc je regarde ce que ça me coûte d'aller faire une course et ce qu'elle peut me rapporter. Donc évidemment, ça c'est un élément. Mais après, voilà, les objectifs, j'essaye de faire une sorte de mixte en fait entre l'argent que je peux gagner et les objectifs sportifs, on va dire, dans le sens les courses sur lesquelles j'ai envie d'être performant, l'adversité que j'ai envie d'avoir encore. Voilà, je regarde pas que c'est pas qu'une question d'argent. Voilà, je fais du sport pour être le meilleur possible, donc je veux quand même faire des courses relevées et gagner des grosses courses, en tout cas pouvoir affronter des gros adversaires, mais voilà, il y a aussi une réalité financière et j'essaye d'équilibrer tout ça, on va dire. Réalité qui est assez bancale, on va dire, parce que le jour où survient la blessure, le jour où tu peux pas te présenter sur une course, le jour où, comme il y a 15 jours à l'Ironman d'Autriche, ça se passe pas très bien, le château de cartes, en tout cas à court terme, s'effondre un peu, non? Oui, ma situation, comme je pense beaucoup de professionnels, elle est très précaire. Voilà, j'ai plus grand chose en réserve, donc depuis que je fais du long, c'est sûr que je peux plus compter sur grand chose d'autre que le fait que ça fonctionne. Donc, pour l'instant, c'est à peu près le cas, même si c'est pas facile. C'est pas mal le cas. Mais non, financièrement, c'est difficile. Même si je fais des bons résultats, une fois qu'on enlève tout ce que peut coûter le triathlon, il reste pas grand-chose. Est-ce qu'il y a des catégories, des postes de soutien financier que tu avais avant sur courte distance que tu retrouves pas sur longue distance? Déjà, quand malgré tout j'étais en équipe de France, même si j'avais moi pas beaucoup de soutien, globalement les déplacements étaient plus ou moins payés. C'est plus le cas, donc déjà ça fait une grosse différence forcément.
Et après, quand je courais en Grand Prix, j'avais des clubs qui me payaient plus ou moins bien, mais qui me payaient. Jusqu'à l'an dernier, c'était le cas d'ailleurs, parce que je faisais encore des Grands Prix, mais là cette année, j'en fais plus et j'ai plus ce revenu-là sur lequel je peux compter. Donc c'est ça la vraie différence. En termes de sponsors, t'avais des sponsors quand tu étais sur courte distance, t'en as maintenant sur longue. Est-ce que ça c'est des, enfin, sans rentrer dans le détail, mais est-ce que c'est des sponsors qui sont plutôt de la dotation de matériel, du soutien à la logistique, ou est-ce qu'il y a aussi des sponsors financiers pour un athlète de ton niveau? Non, moi j'ai jamais eu de vrais partenaires qui me soutenaient financièrement. C'était vrai sur le cours, j'étais dépendant des partenaires de mes clubs, du coup, qui pour le coup étaient parfois des gros partenariats, mais moi j'étais dépendant de l'interface du club, on va dire. Et sur le long maintenant, j'ai pas non plus après voilà, parce que je pense que je me suis reposé pendant longtemps sur cette logique, surtout que je cherchais pas spécialement à gagner de l'argent, c'était vraiment pas un objectif pour moi. Et du coup, j'ai pas réussi trop à switcher pour le moment, donc j'ai pas vraiment de partenaire, hormis le vélo qui m'est prêté. Voilà, donc c'est pour ça aussi que c'est pas forcément facile. Et j'essaye de faire évoluer les choses, mais quand on n'a pas l'habitude, qu'on sait pas forcément s'y prendre, c'est pas évident non plus. Donc. Ouais. Est-ce que justement tu peux compter sur le soutien de la communauté des triathlètes que tu fréquentes depuis un peu plus de 15 ans, que ce soit d'anciens sur le cours qui se sont mis au long et qui ont peut-être craqué les codes, ou des clubs, des coachs, des gens de la fédération qui pourraient t'apporter, si ce n'est leur soutien, au moins si ce n'est leur soutien financier, au moins leur aide, leur conseil, voire te mettre en relation avec des partenaires potentiels? Non, pas vraiment. En tout cas, pour l'instant, c'est pas arrivé. Donc non, c'est pas évident en fait. On connaît, c'est sûr qu'on, forcément à force, je connais beaucoup de gens, mais de là à ce que ça se transforme en opportunité, il y a un cap qui, pour l'instant, ça n'a pas été franchi, quoi. Tiens, tu parlais des prize money justement, juste pour être transparent, et moi je le rappelle souvent, comme tu l'as dit, une fois que tu enlèves tout, une fois que tu enlèves les frais de déplacement que tu as eu, une fois que tu enlèves les frais d'hébergement, une fois que tu enlèves les frais de coaching, parce que ton entraîneur, ou du moins le groupe d'entraînement dont tu fais partie, il faut les rémunérer, et il faut manger, etc. Mais un prize money, si tu gagnes sur une course majeure, ça s'élève à combien à peu près? Et au final, une fois que tu retires aussi les taxes, parce que tu as une flat tax de 30%, je crois, si tu cours pas en France, voilà, combien il te reste à peu près à la fin? C'est très variable, déjà tu l'as dit, à l'étranger il y a souvent des impôts qui sont pas les mêmes partout, et dont on ne connaît pas le taux à l'avance. Des fois on a des mauvaises surprises. Mais en Italie par exemple, effectivement, sur un prize money on perd directement 30% de la somme affichée. J'ai plus les autres en tête, mais voilà, en Italie je sais que l'an dernier c'était ça. Et après ça dépend vraiment des courses. Les prize money ils sont hyper variables. Sur Challenge c'est toujours la même chose, c'est 3500 € à la gagne. Je le répète, 3500 € à la gagne sur une course challenge. Tu l'as dit, un Ironman, que ce soit un full, 73 un peu moins, mais un full, c'est plusieurs semaines, voire plusieurs mois d'entraînement, focus sur la course, et si tu gagnes, tu remportes 3500 € brut, hors prélèvement, impôts et autres. Sur Challenge, c'est ça. Donc en fait, une fois qu'on enlève ce que peut coûter le déplacement, les potentiels impôts, etc., c'est sûr qu'il reste pas grand chose. Après, il faut effectivement en plus rémunérer l'entraîneur, avoir les dépenses quotidiennes bien sûr, mais juste sur la partie purement sportive, effectivement, sur la plupart des courses, 70.3 ou Challenge, une fois qu'on est plus sur le podium, en fait, on perd de l'argent, quoi. Ce qui crée aussi une vraie difficulté, et dans certains cas j'imagine un peu un cercle vicieux de courir derrière les compètes, et du coup j'imagine parfois devoir faire des choix qui sont
pas les meilleurs en termes d'entraînement, aussi parce que il faut faire de la compète, il faut aller chercher de la perf. Ça c'est un truc que j'imagine. Alors toi Hermano, je pense que avec ton autre podcast dans les vestiaires, je pense que cette question du financement d'une carrière d'un athlète pro, c'est le cas dans beaucoup de sports, mais il faut s'en rendre compte, que des mecs comme toi qui ont été parmi les meilleurs Français sur courte distance, qui sont parmi les meilleurs Français sur longue distance, c'est des gens qui roulent pas sur l'or et pour lesquels il y a une vraie stratégie de financement d'une carrière à avoir, quoi. On est encore sur certains aspects un sport assez mineur et sur lequel il y a encore plein de choses à développer pour ça, quoi. Ah oui, ça c'est une certitude. Il y a beaucoup d'argent pour les tout meilleurs, mais après c'est comme dans tous les sports, c'est très pyramidal de toute façon. Mais en triathlon, je pense que c'est particulièrement le cas. Et après, il y en a qui savent très bien s'en sortir, qui savent trouver des sponsors, qui savent ne pas être dépendants uniquement d'un prize money, y compris chez des athlètes qui sont pas dans les 10 meilleurs mondiaux. Mais c'est vrai que pour beaucoup d'athlètes, c'est beaucoup d'arbitrage permanent, beaucoup de bricolage aussi dans la construction des calendriers et des compromis à faire entre la performance et courir après juste l'argent, quoi. Ouais, d'où ma remarque de tout à l'heure, ce qui est que non seulement courir après les prize money, c'est parfois un peu bancal, un peu précaire, et puis surtout, pour rebondir sur ce que disait Charlie, ça peut t'emmener dans un cercle vicieux à courir après telle ou telle course pour pouvoir financer ton mois, ta demi-saison, ta saison, et au final prendre encore plus de risques par rapport aux blessures. Ouais, je suis tombé dans ce piège l'an dernier, hein. J'ai énormément couru. Je sais plus, je crois que j'ai pris 13 ou 14 départs sur longue distance l'an dernier, ce qui est colossal. Non, c'était pas que sur longue distance, il y avait les grands prix dedans, mais malgré tout 13 ou 14 départs sur la saison en tout, ce qui est vraiment énorme, avec quand même pas mal de long dedans. Et au bout d'un moment, j'ai fini complètement lessivé, évidemment. Voilà, c'est parce que finalement, j'avais un peu ce sentiment, qui était pas qu'un sentiment, hein, d'être dépendant du prize money que j'allais gagner pour payer presque la course suivante, quoi. Je comptais 7,73 sur les courses PTO, 7,73 et 2 longues distances, l'Ironman de Nice et l'Alpe d'Huez. Effectivement, rien qu'en long, ça fait déjà pas mal de départs sur une année, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis il y avait ça en plus, il devait y avoir 3 grands prix, le M d'Embrun et ça devait être quelque chose comme ça. Ouais. Là, en pleine prépa pour Embrun. Donc objectif de la saison 2024, on l'a compris. Globalement, c'est quoi les pour revenir un peu sur l'aspect sportif, c'est quoi les défis qui t'attendent là si tu veux être le plus compétitif possible sur Embrun? Il y a des qualités, tu sens qu'il faut que tu travailles un peu plus que d'autres. C'est quoi la recette là que vous avez déterminée pour continuer à monter en forme et être le plus compétitif possible le 15 août? Alors c'est difficile à dire, mais pour moi je pense que la difficulté principale pour l'instant c'est le manque d'expérience sur cette distance encore. J'en ai fait qu'un seul en entier et 2 départs seulement sur full distance. Là en Embrun ça va être encore plus long, donc je dirais que le temps total, la distance totale de l'épreuve, ça reste encore une difficulté pour moi, je pense. Donc voilà, il va falloir être prêt à ça musculairement et physiologiquement. Après, plus spécifiquement, je pense que la plus grosse difficulté pour moi, mais qui paradoxalement sera peut-être pas trop un problème en Embrun, je pense que c'est le manque de force à vélo, la réserve de force qui pour l'instant me fait un peu défaut. Qui est lié aussi à mon gabarit, hein, évidemment. Mais Embrun, c'est quand même très spécifique comme parcours et je pense que ça me convient bien. Donc on verra, c'est une première expérience à Embrun de toute façon, donc je prends ça comme un nouvel objectif à découvrir, quoi. Bon, 6e à l'Alpe d'Huez l'année dernière, ça va, t'es sur les rampes quand même. Alors c'est pas Embrun, mais c'est l'antichambre d'Embrun. Ouais, il y a l'expérience de l'Alpe d'Huez. Après, le temps d'effort est quand même pas tout à fait le même.
Et c'est pas forcément des super expériences, mais de départ à l'Alpe d'Huez, à chaque fois j'ai vraiment coincé dans l'Alpe. Donc voilà, on verra après en Embrun ce qu'il en est, mais je referai l'Alpe d'Huez en préparation cette année. Et après voilà, j'habite dans les montagnes, donc je vais pouvoir être prêt vraiment spécifiquement, je pense, pour le parcours d'Embrun. Donc et de toute façon c'est ce que j'aime, courir en montagne, c'est vraiment ce que je préfère. Donc j'ai hâte d'être dans le vif de la préparation dans les prochaines semaines et de découvrir cette course. Alors, j'allais faire une petite blague, ou plutôt me souvenir de Embrun dans les années 95, 2000, quand moi j'ai commencé le triathlon. Toi, tu naissais après à peine, Simon. Je me souviens de ces vidéos où les mecs sortaient le sandwich en haut de l'Isoire. Du coup, ça m'emmène un peu sur la partie alimentation. Toi, quand tu passes du court au long, voire au très long sur le full distance, comment tu ajustes ton alimentation? Est-ce que c'est beaucoup d'apprentissage? Est-ce que c'est venu tout seul? Enfin, ouais, t'en es où? Ça a été énormément d'apprentissage. Pour le coup, j'avais tout à apprendre. Ça progresse ces dernières années, mais finalement, quand moi je faisais du court distance, la nutrition de l'effort, c'était un truc qui était complètement laissé de côté. Je pense que voilà, on s'alimentait pas assez, en tout cas sur des distances olympiques, par rapport à ce qu'il aurait fallu. C'était pas un poste qu'on avait exploré, mais quand je dis on, c'est vraiment pour le coup, je pense, la communauté triathlétique du court distance dans son ensemble quasiment. On avait exploré plein de trucs, mais en tout cas la nutrition, il y avait vraiment tout à apprendre pour moi en passant sur le long. Donc ça s'est fait petit à petit en lisant des trucs, en demandant à droite à gauche ce qui se faisait, etc. Et puis en testant de toute façon. Sur cette partie nutrition, justement, tu dis que le court distance, c'est un élément que vous n'aviez pas exploré. Avec le recul, si tu devais revenir sur du court distance, ça t'aurait appris des choses, parce que l'alimentation, la nutrition sur du court et sur du long, c'est pas la même chose, mais justement, ça t'aurait permis d'en ressortir quelque chose. Si tu devais faire une masterclass avec des jeunes qui performent sur du court, tu leur dirais justement, les gars, regardez le côté nutrition? Ah oui, évidemment, ouais, c'est pas que je m'alimentais mal, mais c'est que, en tout cas, sur la partie vraiment nutrition de l'effort, sur l'alimentation en course, on était nuls, quoi. En tout cas, moi. Ouais, c'est les gains marginaux que vous auriez pu aller chercher sur la partie alimentation, vous n'aviez pas été les explorer. Ouais, c'est ça. Mais donc si c'était à refaire, évidemment, ou si je devais donner des conseils, évidemment, c'est un truc qu'il faut regarder, qu'il faut apprendre, qu'il faut tester. Après, à titre personnel, je pense que ça m'a pas coûté plus que ça, parce que finalement, à l'époque, tout le monde était tellement nul, entre guillemets, que je pense pas que ça ait fait des grosses différences. Et à l'heure actuelle, justement, beaucoup de renseignements, beaucoup d'informations, beaucoup de tests. Où est-ce que tu as trouvé ton équilibre? Par l'expérience, tout simplement. Et ça, je pense que c'est vraiment propre à chacun pour le coup. Il y a beaucoup de marketing, je trouve, autour du nombre de glucides par heure, etc. Mais je pense que c'est un bon moyen d'approcher la nutrition, dans le sens où ça permet de quantifier ce qu'on prend, où ça permet d'y réfléchir, etc. Mais après, je pense que c'est vraiment propre à chacun de découvrir quel produit il peut utiliser sans être gêné, dans quelles conditions et en quelle quantité. Ça, je pense que c'est assez personnel. Là, cette année, j'ai vraiment, je trouve, moi, trouvé un truc qui fonctionne très bien, que ce soit sur half ou sur le long. En tout cas, sur mes premières courses, la nutrition s'est vraiment extrêmement bien passée, ce qui n'était pas forcément le cas tout le temps jusqu'à cette année. Mais voilà, je pense qu'il n'y a que l'expérience et les essais à l'entraînement et en course qui peuvent nous guider complètement. L'autre point peut-être qui change pas mal entre le court et le long, c'est celui du matériel. Tu le disais, il y a eu le fait déjà juste de passer à un vélo de chrono. Il y a d'autres implications que toi t'as ressenti côté matériel. Est-ce que t'as l'impression que ça change? Est-ce que l'enjeu est plus fort sur longue distance que sur courte distance? Est-ce que toi ça s'est fait assez naturellement? Comment tu ressens cette partie-là, la transition entre les deux? Je trouve qu'il y a vraiment une différence énorme.
pour le coup. L'aspect matériel est beaucoup plus important en longue distance. Sur le vélo, c'est vraiment clair. Et il y a un peu une course à l'armement, je trouve, au niveau du matériel. Il n'y a absolument aucune limite à ce qu'on peut acheter, ce qu'on peut dépenser pour potentiellement améliorer son matériel. Moi, de base, c'est pas un truc qui m'intéresse énormément. C'est vrai que moi, j'aimais bien la simplicité, d'avoir juste le vélo de route bien entretenu et que ça suffise et qu'il n'y ait pas trop de questions à se poser. Mais après, voilà, on est obligé de regarder malgré tout ce que font les autres et ce qui est les dernières actualités niveau matériel. Et enfin, c'est un truc, c'est essentiel pour le coup. Les gains potentiels sont vraiment importants et quand on est face à des adversaires qui optimisent tout et qui explorent ce champ, on est obligé de le faire aussi pour le coup. Et trouver le bon ratio entre l'investissement et puis les gains apportés, quoi. Rester sur des trucs où effectivement, comme tu le dis, la course est illimitée, quoi. C'est-à-dire que tu pourrais avoir full budget pour upgrader un vélo ou chaussures de course à pied, ça va encore, mais pour upgrader une combi ou quoi. Et là, effectivement, il y a aussi, comme on le disait tout à l'heure, une logique financière à avoir par rapport à tout ça pour pas non plus tomber dans l'excès, quoi. Ouais. Après, moi, je pense que voilà, faut pas non plus trop se prendre la tête, mais il faut savoir prendre un peu de recul aussi. Mais voilà, il y a des choses, je pense, qui sont inévitables. Notamment en tout cas sur le vélo, avoir une bonne position et un minimum de bon matériel, c'est pas optionnel. Comment tu fais pour suivre un petit peu l'évolution de tout ça? Tu disais on te prête un vélo, c'est un partenaire, un sponsor, le club. Comment tu fais pour suivre un petit peu l'évolution et upgrader quand c'est nécessaire? Parce qu'on l'aura compris, comme le disait Charlie, c'est aussi une question de balance à trouver entre l'investissement et les gains potentiels que ça peut apporter. Alors moi, mon vélo m'est prêté par un magasin. Et après, j'ai acheté des petites pièces pour un peu changer ma position. C'est pas des gros ajustements pour le coup d'un point de vue purement matériel. C'est pas des gros investissements que j'ai fait. Et j'ai surtout travaillé sur ma position parce que malgré tout ça reste le truc le plus important, là où il y a le plus de gains, que ce soit d'un point de vue mécanique ou aérodynamique. Donc c'est vraiment là-dessus que je me suis concentré, certes parce que j'ai pas les moyens vraiment de le faire différemment, mais aussi parce que de toute façon c'est vraiment ça le plus important. Et comment tu travailles là-dessus? C'est comme l'alimentation, tu testes ou tu vas faire des tests en soufflerie, tu te fais assister, accompagner par un bike fitter, un ergonome. Un ergonome. Comment tu fais pour évoluer un petit peu là-dessus, faire évoluer ta position et qu'elle soit la plus efficiente possible? Alors au départ, quand j'ai eu le vélo, je me suis fait poser au magasin pour partir avec une base à peu près correcte. Et après, comme j'ai dit, j'avais jamais roulé sur un vélo de chrono jusqu'à ce que je le récupère il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Donc après, c'est aussi au ressenti. L'important, c'est de se sentir bien sur son vélo déjà. Ça, je pense que c'est un premier point. Et comme je partais de rien, c'était déjà un truc important à trouver. Et après, c'est regarder ce qui se fait. Il y a bien sûr des effets de mode, mais quand tout le monde fait quelque chose, par exemple, quand tout le monde met de l'angle à son prolongateur pour relever les mains, ça veut dire que potentiellement il y a un intérêt à le faire. Donc regardez ce genre de choses, parce que quand tout le monde fait quelque chose, il y a quand même des chances que ce soit un truc qui puisse être intéressant. Et après, effectivement, cette année, j'ai fait un vrai bike fit avec des professionnels du bike fitting pour faire encore des ajustements. Et voilà, tout mis bout à bout, ça fait pas mal de petits ajustements au fur et à mesure
là-dessus. Bon, on en profite, on fait une petite mise en garde pour celles et ceux qui nous écoutent et qui sont pas des triathlètes professionnels. Ces changements-là, tout comme si on veut devenir minimaliste ou autre, c'est des changements quand même à faire avec parcimonie. Déjà, quand on n'est pas forcément l'habitude, et puis en plus, même si on est habitué, changer une position sur un vélo, c'est pas anodin dans l'entraînement et dans les effets au long terme. Ouais, non, pas du tout. Mais c'est pour ça que je pense que vraiment le premier point, tous ceux qui veulent faire du triathlon et encore plus des distances longues, le premier point, c'est déjà de se sentir bien sur son vélo, sans penser même à la performance. C'est juste qu'à un moment donné, moi qui suis parmi les professionnels, donc on va relativement vite, on passe déjà 2 heures dessus pour un half, voire plus, 4h30 sur un full, voire plus. Donc si déjà le confort n'est pas là, c'est pas si à l'entraînement on n'est pas capable de trouver déjà un peu de confort sur des trucs longs, en compétition c'est sûr qu'on l'aura pas, et donc ça va être un gros frein à la performance, voire à la capacité à finir même, tout simplement, je pense. Donc ça c'est vraiment essentiel, et ça c'est très personnel, et entre guillemets ça coûte rien ou presque. Et après, quand il s'agit de vouloir faire une position un peu plus spécifique, un peu plus orientée peut-être vers la performance, je pense que même si ça a un coût, passé par un professionnel, ça reste déjà un gain de temps énorme, et l'assurance malgré tout de partir sur des bases qui sont saines, quoi. Ouais. Et puis de pouvoir parler justement des éventuels problèmes rencontrés par un ajustement, un changement de position. Si tu vas avoir un pro qui te pose bien sur ton vélo, qui te propose la position la plus efficace, efficiente, aérodynamique possible, tu fais une sortie de 100 bornes et puis tu reviens avec une douleur au genou, bon, tu peux lui en parler, je pense, et il pourra soit te guider, soit revoir un angle sur les pédales, ou même une position sur le guidon. Ouais, bien sûr. Mais je pense qu'une fois qu'on est, nous, placés dans un truc qui nous paraît naturel et confortable, déjà, de toute façon... moi, en tout cas, quand j'ai fait mon bike fit, il s'est appuyé de toute façon sur moi, comment je m'étais placé pour faire quelque chose. Donc voilà, il y a déjà des angles qui sont en place, il y a déjà des choses, et à partir de là, on construit une position. Mais voilà, je pense qu'en tout cas, pour faire du longue distance, mais je vais envie de dire même de manière générale, de toute façon, le confort, c'est essentiel et incontournable. Prendre du plaisir, tu l'as dit en début d'épisode, prendre du plaisir dans sa pratique, et prendre du plaisir, ça passe aussi par éviter les douleurs, éviter l'inconfort. Ouais, je veux dire, de toute façon, l'effort, à un moment donné, il va finir par être pénible, par être difficile. Quand on fait du triathlon, je pense que c'est aussi ça qu'on va chercher, mais c'est inutile de vouloir rajouter des contraintes en dehors de l'aspect physique et physiologique qu'on va pas pouvoir éviter. Il vaut mieux effectivement trouver un peu de confort sur le reste, quoi. On a balayé tes débuts, ta découverte du triathlon, l'aspect matériel, l'aspect alimentation. Il y a l'aspect aussi préparation mentale que j'aurais voulu aborder rapidement avec toi. Est-ce que c'est un sujet que tu travailles, que tu explores, sur lequel tu as fait des améliorations? Alors moi, pas du tout. Vraiment pas, pour le coup. Je sais que c'est vraiment quelque chose que beaucoup explorent, mais moi j'ai jamais eu vraiment l'impression d'en avoir besoin. Et je pense que je sais pas si c'est peut-être un peu prétentieux de penser que j'en ai pas vraiment besoin, mais j'ai toujours eu ce sentiment-là, dans le sens où j'ai toujours déjà trouvé que j'exprimais bien en compétition ce que j'étais capable de faire, et que j'avais pas j'ai jamais eu l'impression d'avoir de blocage ou d'appréhension particulière vis-à-vis de la course. La prépa mentale, c'est pas que la course évidemment, mais non, j'ai pas exploré ça, et j'ai jamais eu vraiment l'impression que c'était un manque, en tout cas pour moi. Bon, écoute, on note. Il y en a qui en ressentent le besoin. Il y en a, on les pousse vers la porte du cabinet du prépa mental. Toi, t'en as pas eu besoin, et tant mieux en fait. Peut-être que ça aurait pu m'apporter, peut-être que ça pourrait m'apporter, mais voilà, c'est un truc, je pense que si on n'a pas l'impression vraiment d'en avoir besoin, c'est compliqué à mettre en place, parce que
parce que finalement, si ça vient pas d'une démarche personnelle et qu'on se sent pas le besoin de s'investir là-dedans, je suis pas sûr que ça puisse être très productif. Donc voilà, en tout cas, c'est pas un truc que j'ai fait. À tester, honnêtement. Moi, je pensais aussi ne pas en avoir besoin. J'ai testé à un moment et puis ça m'a apporté beaucoup de bonnes choses et ça m'a permis aussi de tenir sur la longueur sur certaines épreuves que je me suis fixées. On a balayé pas mal de points sur le court, sur le long, sur plein de sous-sujets. C'est très très cool. Non, il m'en reste qu'une, mais je pense que c'est la question marqueur pour terminer chaque épisode. Toi, Simon, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui débute le triathlon ou qui veut débuter le triathlon aujourd'hui, ce serait quoi ce conseil ? S'il y avait un conseil à donner, je sais pas. J'hésiterais entre deux choses, donc je pense que je vais dire les deux. La première, c'est déjà de trouver ce qui nous plaît dans ce sport et d'en profiter au maximum. Et la deuxième, c'est d'écouter les conseils. Je pense que c'est vraiment la meilleure chose. C'est peut-être le conseil le plus important en réalité. Il faut écouter les conseils des gens qui ont déjà de l'expérience, des gens qui nous encadrent, des gens qui ont des choses à nous apporter. Si on veut qu'on veuille devenir bon ou pas, d'ailleurs, peu importe, mais c'est un raccourci énorme, c'est un gain de temps, et c'est absolument essentiel. Ouais, et c'est pas nous qui dirons le contraire. Hein. N'oubliez pas d'écouter aussi les conseils de opentree.fr et puis de devenirtriathlete.com, n'est-ce pas? Simon, on a aussi inauguré une nouvelle section pour la fin de l'épisode. C'est assez rapide. En gros, c'est les questions où t'as pas besoin de réfléchir. J'ai 4 questions pour toi. Tu veux jouer le jeu? Allez. Quel est ton meilleur temps sur une compétition? T'as le droit de choisir du court, du long, du super sprint. Quel est le meilleur temps pour toi sur une compétition? Le chrono. Ouais. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. C'est pas un truc que je regarde vraiment, le chrono, en réalité. Donc, la meilleure perf, la course qui t'a le plus satisfait dans ta carrière, ça je pense que dans l'absolu, ma meilleure performance, ce serait peut-être le Grand Prix d'Embrun en 2015. Après, c'est difficile à dire et j'ai fait des courses sur beaucoup de distances différentes, mais dans l'absolu, ce jour-là, j'avais un niveau de forme qui était vraiment exceptionnel et qui était presque au-dessus de mon niveau réel, quoi, en quelque sorte. Bon, on souhaite que ce soit la même chose le 15 août 2024, puis le 15 août 2025, et puis tous les prochains 15 août, évidemment. Ton épreuve préférée? Attention, t'as pas le droit de redire Embrun. On a déjà beaucoup cité là. Ouais, non, allez, vas-y. Non, mais je le dirai pas, surtout que j'ai pas encore fait l'Embrunman, donc non, je sais pas. C'est dur à dire aussi. Mon épreuve préférée. Embrun. non, c'est dur à dire. Il y a beaucoup de courses que j'ai appréciées dans ma carrière. Après. Voilà, sur le court, le plus beau parcours que j'ai fait et peut-être le seul regret d'ailleurs de ma carrière de ne pas y être retourné, c'est Carlo Vivari en République tchèque. Ah, intéressant. Et en plus, ça fait des idées voyage, nickel. La course mythique par excellence pour toi? Pour le coup, j'aurais dit l'Embrunman, mais après, je pense que ça dépend de. Ça dépend de l'imaginaire de chacun, mais pour moi, ça reste quand même l'Embrunman. Cool. Bon, et Charlie, il faudra qu'on pense à contacter l'orga d'Embrun. Leur dire que celui-ci, c'était un épisode sponsorisé pour Embrun. C'est vrai. Si ça donne pas envie, je n'y comprends rien. Et puis la dernière, j'ai là aussi peut-être encore une idée, mais pour toi, la plus belle personnalité du triathlon à aujourd'hui? Ça, c'est vraiment très difficile. L'athlète qui m'a le plus marqué de toute ma carrière et qui m'a beaucoup apporté pour le peu que je l'ai fréquenté, c'était Laurent Vidal, qui est malheureusement décédé. Spontanément, c'est lui que je citerai. C'était vraiment quelqu'un d'absolument exceptionnel et qui m'a beaucoup marqué au moment où je l'ai rencontré et fréquenté, et qui a aussi orienté des décisions que j'ai pu prendre. Donc voilà.
c'est lui que je citerai. Eh ben écoute Simon, merci beaucoup pour ce moment passé avec toi, pour toutes ces infos que tu as bien voulu nous partager. Pour terminer, où est-ce qu'on te retrouve, où est-ce qu'on te suit, où est-ce qu'on t'encourage sur les réseaux? Sur Instagram surtout, hein. Voilà, sur ma page Simon Vien. C'est là que voilà, je poste régulièrement. Je suis pas un grand roi des réseaux sociaux, mais mon actualité est à jour et si on veut suivre ce que je fais, c'est là qu'il faut regarder. Bon, et pour préciser, s'il y en a qui ne te connaissent pas, Vien, ça s'écrit V-I-A-I-N. Ouais, ça c'est pas évident. Et s'il y a des marques, des sponsors à qui le beau profil quand même de la belle carrière de Simon donne envie, hein, n'hésitez pas à le contacter directement. Merci beaucoup Simon pour ce moment, c'était très chouette d'échanger avec toi. Super, écoute, merci, à très bientôt. Ouais, salut. Et puis merci Simon. Pour finir, on croise quand même les doigts pour le 15 août. Allez, on croise les doigts pour toi. Merci. C'était Devenir triathlète X OpenTri. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Alors si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook. On se rejoint maintenant sur devenirtriathlète.com. Vous allez retrouver l'ensemble des épisodes, mais aussi des outils, des ressources et des conseils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon. On ajoute toutes les semaines de nouvelles ressources. Si vous avez une idée d'invité, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Et si vous voulez être accompagné sur vos prochains objectifs sportifs, connectez-vous sur opentri.fr et on se fera un plaisir de vous aider. Alors, n'hésitez pas, on se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com et opentri.fr. Salut les sportifs!